Bonjour et bienvenue dans Doc Doc Doc, l'émission qui dissèque les enjeux de notre monde en perpétuelle mutation. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant qu'inquiétant, l'intelligence artificielle. Cette intro vous était offerte par ChatGPT. En plus, avec ma voix sourde, je suis bien dans le ton. Mais bon, tant pis pour les robots, ils sont encore trop consensuels pour Blast. Mais attention, je vais vous faire un début de dissertation. L'humanité a depuis toujours tenté de décoder le monde, de s'approprier le réel, de le comprendre, de grandir. L'histoire raconte ça, par les mythes, puis par la raison, la pensée, les arts et la science. C'est par cette évolution intellectuelle que nous nous définissons, cette volonté de ne plus être victime de notre environnement, mais d'en être responsable. Devant le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, on se retrouve comme l'humanité bavarde et ivre d'elle-même qui construisait la tour de Babel. Notre inventivité pourrait se retourner contre nous et nous amoindrir. Je me souviens du film Oppenheimer, quand les savants avaient cette incertitude terrifiante, la réaction en chaîne provoquée par la bombe n'allait-elle pas embraser l'atmosphère tout entière ? Ils ne le savaient pas, et ils ont continué l'expérience quand même. C'est à un changement de paradigme fondamental qu'on assiste. On délègue notre mémoire, notre créativité à ChatGPT, tout ce qui faisait notre identité. Attention, je ne crois pas que Terminator va s'incarner. Je ne dis pas que nos technologies vont nous tuer. Mais elles ont déjà commencé à transformer fondamentalement notre rapport aux autres et à la réalité. J'ai peur des prémonitions qu'il y a dans l'œuvre de Philippe Cadic. Ah bah ça y est, je me transforme en pas comme tellement. Mais je crains notre paresse ordinaire. Je connais notre inconséquence. Le vrai problème de l'IA, c'est notre manière de tout lui abandonner sans bien savoir comment elle fonctionne ni qui la contrôle. Comment elle va façonner notre avenir et notre conscience. Il y a une excellente série documentaire sur France Télévisions intitulée La fabrique du mensonge. L'un des épisodes récents était consacré à l'élection américaine dominée par l'IA. Les rendez-vous électoraux sont souvent des occasions de valoriser les avancées technologiques. Par le passé, Kennedy a gagné la présidence en maîtrisant les codes de la télévision. Et c'est sa maîtrise des réseaux sociaux qui a largement valu à Donald Trump son premier mandat. Pendant la dernière campagne américaine, on a assisté à une mutation finale. Les infos, réelles ou parodiques, n'étaient plus différenciées. La sortie du candidat républicain sur les migrants qui dévoraient les animaux domestiques à Springfield pouvait paraître grotesque. Elle était en fait exactement dans l'esprit de l'époque. C'est le triomphe des trolls, des ricaneurs et de la calomnie. Plus c'est gros, plus ça passe. Au menu de leur riposte, des messages et des narratifs déjà utilisés contre la plupart des anciens adversaires de Trump. Kamala Harris serait membre d'un groupe pédophile, comme l'aurait été Hillary Clinton. Elle ne serait pas américaine, comme soi-disant Barack Obama. Elle serait même un homme, comme Michelle Obama ou Brigitte Macron. Et serait communiste, comme tous les démocrates. Une image postée par Donald Trump lui-même et vue par plus de 80 millions de personnes. Ces 80 millions de personnes ne sont pas 80 millions d'abrutis. Mais la volonté n'est pas ici satirique ou pas seulement. Elle mitraille les mêmes diffamations jusqu'à les transformer en vérité. Les réacs ont réussi à subvertir la parodie pour en faire le véhicule privilégié de leur propagande. C'est un tapis de bombes et de mensonges. Très vite, ces messages caricaturaux, ces mèmes, conçus avec un certain humour pour dénigrer les démocrates, se répandent massivement. Today is today. And yesterday was today, yesterday. Et leur défense a été en quelque sorte « Oh, eh bien, c'est de la satire, c'est une blague ». Donc il s'agit de fabriquer des mèmes pour se moquer et pour mettre les rieurs de son côté. Now the fact that Joe Biden is an idiot is not new. Ils ont touché des millions de personnes. Leurs vidéos sont partagées sur TikTok, sur X. Ils obtiennent de bons résultats auprès des jeunes électeurs américains. Et beaucoup de gens les croient. Beaucoup de gens en effet. Car le but n'est pas d'imposer le rire ou l'ironie, mais d'imposer leur vision du monde, dominée par la peur comme des prophètes de malheur. Dans notre monde absolument binaire, absolument clivé, chacun prétend être la dernière barrière avant l'apocalypse. La vérité n'existe plus, ne demeure que les angoisses qui empêchent de réfléchir. This morning, an emboldened China invades Taiwan.
Cette vidéo qui émanait du camp républicain, elle présentait des États-Unis dévastés. On avait un peu l'impression d'assister à une bande-annonce de film catastrophe hollywoodien. Who's in charge here? It feels like the train is coming off the tracks. Le discours décliniste est récurrent chez les Républicains, mais depuis déjà pas mal d'années. Ils ne font que conforter cet électorat religieux radical dans leur vision d'un monde s'approchant de l'apocalypse. On vient de voir quelque chose qui ressemble à une bande-annonce de film, et il y a de ça. Quand on y réfléchit, on vit tous dans un récit, une bulle d'information en accord avec notre sensibilité. Les individus se pensent désormais comme des personnages de fiction. Il ne s'agit plus de chercher des faits, il s'agit de raconter une histoire convaincante, comme celle qui endorme les enfants. For instance, our government allows the aliens to mutilate animals and kidnap humans. Vous pouvez taper sur une plateforme d'IA « Donnez-moi une image d'une personne en train de fourrer des bulletins de vote dans une poubelle ». Et elle vous produira une image qui semble réaliste d'agents électoraux essayant secrètement de se débarrasser des électeurs de Trump. C'est incroyablement simple à utiliser. Cette simplicité nous envoie dans le mur à vitesse grand V. La pensée est un effort, au même titre que la performance physique. C'est une discipline et même une ascèse, pas toujours récompensée comme elle devrait l'être. Je sais bien, ça fait des années que j'essaie de jouer de la guitare. Ce qui est instantané et facile devrait éveiller notre méfiance par réflexe. Ces outils directement accessibles à tous sont une menace sans précédent, car alors des armées véritables se constituent dans une guerre de communication où tous les coups sont permis. Nous formons une armée numérique. Nous sommes dans une guerre numérique. Victor Mellor est constructeur immobilier. Habitant en Floride, ancien Marines, membre de la garde présidentielle sous Bush père. Présent au Capitole le 6 janvier, fondateur d'une clinique privée qui vend de l'hydroxychloroquine et d'un parc pour enfants conservateurs, The Hollow, où ils peuvent apprendre le maniement des armes. Vous imaginez ça? Un jardin d'enfants où les bambins s'entraînent à manier des flingues. Le ton neutre de la voix off est presque surréaliste. Cette société est hystérique, accro aux fake news et à la paranoïa. Chauffée à blanc. Vous prenez une dose de perfidie dès que vous scrollez sur l'écran qui ne vous quitte jamais. Et votre ami, votre voisin, peut devenir un ennemi. Toutes les pulsions violentes peuvent éclater au grand jour dans des manifestations qui ressemblent à des duels. Aux côtés de ces partisans qui descendent dans la rue, des milices paramilitaires et complotistes qui pendant très longtemps sont restés consignés aux marges de la société. Elles se dévoilent au grand jour. Donald Trump leur a redonné leur lettre de noblesse. Parmi elles, les Proud Boys et les Housekeepers, les gardiens du serment en français. Ils ressortent de l'ombre comme si chaque vidéo, chaque manipulation et chaque mensonge était un cri de ralliement. C'est l'âge d'or des escrocs. Comme quand l'affreux bif du second volet de Retour vers le futur devient tout puissant. J'ai l'impression de vivre un avenir qui a dérapé. On peut plus se fier à rien, tous les codes sont inversés. Chacun peut se prétendre une sommité et déverser son fiel. Mais l'attaque n'est pas anarchique, elle est dirigée, organisée avec le plus grand cynisme. I am fighting for you as hard as I can. Très vite, ces contenus se propagent massivement et cumulent des centaines de milliers de vues. En particulier sur des comptes X vérifiés et certifiés par la plateforme, reconnaissables d'une pastille bleue. La pastille bleue était un moyen de vérifier sur Twitter, qui est maintenant X, que quelqu'un est bien ce qu'il prétend être. Le problème, c'est Elon Musk. Il a dit qu'il fallait inverser les choses. Vous pouvez donc prétendre aujourd'hui être une autorité en sciences ou en histoire ou en littérature en payant $8 par mois. C'est pas cher payé pour une légitimité et un quart d'heure de gloire. Il y a encore 4 ou 5 ans, ça paraissait excentrique comme une insolence. Les aberrations des fausses images et les approximations de l'IA étaient moquées partout. L'humanité avait encore de beaux jours devant elle et Matrix ou Blade Runner étaient encore de la science-fiction. L'humanité pouvait dormir tranquille.
Mais on arrive à une étape problématique où l'IA devient de plus en plus convaincante. Dans un avenir très proche, son intervention sera indécelable. Elle est à présent dans tous les smartphones et elle est un argument de vente. Selon l'informaticien Geoffrey Hinton, pionnier de l'intelligence artificielle, les progrès sont imminents. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes y travaillent. Et de très bonnes idées ont été émises pour améliorer le fonctionnement de ces réseaux. Je pense que dans quelques années, on ne verra plus d'images de personnes ayant 6 doigts. Quand on regardera une vidéo, on ne pourra plus dire si elle est vraie ou non. Comment se fier dès lors à une image qui pourrait être entièrement fabriquée, qui ne serait plus une preuve en soi, mais le moyen de renforcer les croyances? Renforcer les croyances, c'est une expression intéressante. On entre dans une ère de foi. L'humain n'a plus de prise sur sa réalité. Lui qui tente depuis son premier souffle de la comprendre et d'en avoir moins peur, le voici revenu à son impuissance. L'ère des polémiques et des parodies toutes puissantes. De cette nouvelle forme de propagande qui dit cette évolution glaçante. Ce concept de post-vérité, finalement, dépasse de très loin le cadre d'une élection. Insidieusement, elle est en train de gouverner nos vies. Nous ne sommes donc plus vraiment devant un code, une histoire de statistiques ou de classement d'informations. Ça dessine les contours de nouveaux rapports de force géopolitiques. C'est un enjeu stratégique et économique. Ça a une incidence autant sur le monde que sur l'intimité des individus. C'est une crise existentielle globale. C'est encore un peu flou, c'est encore le Far West. Comme au début de la démocratisation d'Internet, quand on ne mesurait pas à quel point ça allait tout changer. Un doc se penche sur ce bouleversement. Course à l'IA vers le meilleur des mondes sur Arte. Reprenant le titre du roman de Huxley, il en convoque également l'inquiétude, l'impression d'une réalité qui bascule. L'Europe est à un tournant. Elle joue ses dernières cartes. Elle doit être capable de développer cette technologie elle-même pour pouvoir la mettre en œuvre conformément à ses propres valeurs. Thomas Wolf est le cofondateur de Hugging Face, la plus importante plateforme d'intelligence artificielle en open source. Il veut empêcher que l'une des technologies les plus puissantes de l'histoire de l'humanité ne finisse aux mains d'une poignée de grands groupes. Il faut qu'on ait une diversité d'acteurs. Il ne faut pas qu'on ait un acteur qui soit le seul propriétaire de l'IA. Un futur où on a une technologie aussi fondamentale qui est détenue par une seule entreprise privée, ça me semble assez évident que ce n'est pas un futur qu'on veut. Enfin, en tout cas, dans tous les films, c'est le début d'une dystopie. Le début d'une dystopie, donc. Les maîtres de l'IA sont américains ou chinois, et ils vont servir leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour nous émanciper, ni pour nous soulager des tâches dont les machines peuvent se charger. Ce n'est pas leur finalité première. Ils doivent avant tout nous surveiller et nous faire consommer plus. À chaque geste accompli sur nos smartphones, on participe à leur développement. Ça ressemble au boss final du capitalisme. Et en même temps, ça exauce les rêves les plus fous des pires dictatures. On a perdu la main, quasi volontairement. C'est une très grosse question. Que se passe-t-il quand les gens commencent à demander à l'IA pour qui ils devraient voter? L'IA donne des réponses, comme toujours, ou pas. Qui choisit ces réponses? Qui en a envie? Qui a-t-on envie de voir choisir ces réponses? Là, j'ai pas de réponse. Pas de réponse à ça. Et pourtant, ces questions sont fondamentales. Qu'est-ce qu'on a déclenché et à quel prix? Cet homme avoue la science sans conscience. Pourtant, le progrès entraîne toujours vers le meilleur, non? C'est pas simple. Regardez-moi, je suis en fauteuil électrique. De bien des manières, les inventions high-tech ont amélioré mon quotidien et vont continuer de le faire. Ça serait trop simple de dire que je suis contre l'IA et je serais le dernier des hypocrites. Évidemment, si demain l'intelligence artificielle me permet de mieux vivre avec mon handicap, je vais pas refuser. Toute l'ambiguïté est là. Sans doute j'aurai des réticences. Mais voir mes frustrations profondes disparaître serait une tentation trop forte, malgré les risques que ça comporte. Je serais le premier à signer mon pacte avec le diable. Max Tegmark et son institut publient une lettre ouverte expliquant que l'intelligence artificielle représente pour l'humanité une menace d'ordre existentiel et que la civilisation humaine pourrait bien disparaître. Des centaines de chercheurs en IA et de grands noms de la tech signent la lettre, notamment Elon Musk, patron de Tesla, Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, ou encore Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing.
D'accord, les grands noms de la tech signent cet avertissement funeste. C'est du meilleur effet. Sauf qu'ils sont à l'origine du problème. Et qu'en creux, ils affirment à quel point leur invention les dépasse eux-mêmes. Vous imaginez vraiment Elon Musk faire un mea culpa? Non. Les geeks se couvrent en se félicitant à demi-mot, en disant comme Ponce Pilate, juste avant la crucifixion, qu'ils s'en lavent les mains et que ça ne les concerne plus. Quand les gens disent que l'intelligence artificielle sera la prochaine révolution industrielle, je crois qu'ils sous-estiment son impact. Il ne s'agira pas simplement d'une nouvelle technologie à l'instar de la machine à vapeur. C'est comme créer une nouvelle espèce. Une espèce bien plus intelligente que nous. Le président Biden a lui-même eu des réunions sur l'intelligence artificielle, parfois jusqu'à 3 fois par semaine. Et je peux vous dire que peu de dossiers se retrouvent sur son bureau si souvent en une semaine. C'est donc pas une crise parmi d'autres, l'un de ces nombreux dilemmes qui alimentent les migraines des grands de ce monde. C'est une menace, constante et grandissante, un problème civilisationnel d'ampleur immense. Et ceux au pouvoir sont aussi désemparés que nous, pauvres mortels. Ils ressemblent à ces présidents impuissants des films catastrophes, devant une invasion de martiens. Les démiurges de la tech n'ont pas de retenue. Ce sont des scientifiques, ils iront au bout de leurs recherches. Tant pis pour l'éthique, tant pis pour la démocratie, c'est pas leur sujet. Democracy needs to show that we are as fast as technology. You saw the first letter on asking for a pause of 6 months. You saw yesterday a number of very, very insightful people signing up to say you need to do something for the very existential risks. And then you have the non-existential risks as well. Why is it important for the European Union to have a common policy with the US concerning AI, and shouldn't other parts of the globe be included in the conversation? Europe is important, but this is bigger than Europe. US is important, but it is bigger than the US. But if the two of us take the lead with close friends, I think we can push something that will make us all much more comfortable with the fact that generative AI is now in the world and is developing at amazing speeds. Je crois que c'est la vraie question, la rapidité. On n'a pas eu le temps de s'adapter à cette technologie, de la contextualiser. Imaginez le monde de nos grands-parents, nous sommes leur science-fiction, avec ces écrans au creux de la main qui semblent tout remplacer. Ce qui paraissait extraordinaire dans les années 60, c'est devenu notre quotidien. Les voitures ne volent toujours pas, mais on peut voir notre interlocuteur quand on lui parle au téléphone, par exemple. Les ordinateurs peuvent nous parler comme dans 2001 Odyssée de l'espace. Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Mais ce qui ressemblait à un rêve extraordinaire devient une source d'inquiétude, et les législateurs courent derrière, et leurs efforts semblent dérisoires. Y a-t-il encore un moyen de freiner ce train? C'est en Chine, à Pékin, à Shenzhen, que l'on compte le plus de caméras de surveillance au monde. Et en fait, le grand public s'y est habitué. Les gens ne voient plus ça comme une intrusion dans leur vie privée ou comme un logiciel qui analyse leur comportement. Parce qu'on leur a raconté que c'était pour leur bien, qu'il s'agissait de rendre la société plus sûre, de les protéger des terroristes, etc. Au cours de ces 10 dernières années, les habitants ont dans l'ensemble accepté l'idée d'être surveillés partout. On en a pris l'habitude. Ça s'est insinué dans notre quotidien. On pourra couver d'un œil neutre toutes les caméras de surveillance en se disant « Et alors, j'ai rien à me reprocher ?» Même si on est sans doute écouté en permanence, même si rien de ce qu'on fait n'est totalement privé. C'est la fin du silence et de la solitude, du recueillement, du temps pour soi, de la réflexion et peut-être même de l'inspiration qui se nourrissait de tout ça. Nos vies sont devenues des cités de verre à ciel ouvert. Les gens sont devenus des données exploitables à qui voudra les récolter pour nourrir des intelligences qui nous dépassent. On est mis doucement hors jeu. Vous vous souvenez des champs d'humains que les machines cultivaient dans Matrix? Toutes ces métaphores qui nous semblaient si folles il y a encore 30 ans. Maintenant, l'État a non seulement les moyens d'intercepter toutes les informations que les gens s'échangent, mais aussi la capacité cognitive de traiter tous ces renseignements. Un avenir très très effrayant se profile. Et malheureusement, il pourrait bien devenir réalité. C'est un constat simple, flippant. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est notre consentement tacite, notre apathie.
exactement le même que celui qui nous étreint devant le dérèglement climatique. On continue de vivre avec cette menace comme des somnambules parce que le réveil en sursaut serait trop violent. On en profite tant que ça dure encore un peu. L'an dernier, j'ai rencontré un type qui a conçu une IA pour développer des médicaments, des molécules qui sont bonnes pour la santé. Et juste pour voir, il a entraîné l'IA à chercher des molécules mauvaises pour la santé. En seulement 4 heures, l'IA a découvert des milliers d'armes chimiques, y compris le VX, le plus puissant des agents innervants. Un poison que nous avons développé aux États-Unis. Donc évidemment qu'il ne faut pas mettre en accès libre ce genre de choses. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie, oui. Parce qu'une machine ne sait pas que le bien et le mal ne se valent pas. Qu'il faut une imperfection parfois, une absence de logique pour sauver le monde. Un humain qui choisit de ne pas exécuter un ordre, même s'il a été conditionné pour le faire. Notre seul espoir, c'est ça. Avoir la possibilité d'être un bug et contrarier la froideur et la logique implacable du code. D'ailleurs, est-il vraiment si objectif le code ? Nous en sommes les auteurs et la matière première. Il se fonde sur notre vision du monde et sur nos préjugés. Lorsqu'on programme tout ça, le résultat devient une vérité incontestable. Et pourtant avec des biais extrêmement marqués comme on va le voir dans le dernier doc, Coded Bias, disponible sur Netflix. Our ideas about technology and society that we think are normal are actually ideas that come from a very small and homogeneous group of people. The problem is that everybody has unconscious biases, and people embed their own biases into technology. Les GAFAM ont des idées préconçues et pas des plus reluisantes. On l'a vu avec Elon Musk sautillant triomphalement sur le podium de Trump. Rappelons-nous que Facebook a été créé par des geeks qui voulaient classer les filles sexy de leur fac. Le récent virage masculiniste de Zuckerberg ne devrait pas nous étonner tant que ça. On n'a pas affaire à des hommes de la Renaissance, des mécènes ou des artistes au savoir universel. Non, ce sont des techniciens opportunistes qui n'ont rien d'exceptionnel moralement. Contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire gober, Steve Jobs, c'était pas Léonard de Vinci. Mais ils ont réussi à influencer et à transformer les interactions humaines. Et c'est plus que flippant. The underlying mathematical structure of the algorithm isn't racist or sexist, but the data embeds the past, and not just the recent past, but the dark past. Before we had the algorithm, we had humans, and we all know that humans can be unfair. We all know that humans can exhibit racist or sexist or whatever ableist discriminations. But now we have this beautiful silver bullet algorithm, and so we can all stop thinking about that. And that's a problem. I'm very worried about this blind faith we have in big data. We need to constantly monitor every process for bias. Voilà. Il nous faut développer une pensée critique des algorithmes, les questionner plutôt que les laisser impensés comme une forme de magie, alimentée par notre foi aveugle. C'est ce qui manque. Ce pas de côté. Ce « est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» Ce « pourquoi je fais ça ?» Pensez un peu avant un like, une requête ou un post. Ils sont devenus un réflexe. Une facilité, parfois même une nécessité. Il faut interroger notre dépendance, lutter contre, comme pour le sucre, le tabac, l'alcool ou la drogue. Un homme, ça s'empêche, disait Camus. Il serait peut-être temps de ne plus être esclave de nos pulsions, mais de les disséquer, de démasquer les névroses, les paresses et les fuites. That way is feeding the computer lots of data, and then the computer learns to classify by digesting this data. Now, this method didn't really catch on till recently because there wasn't enough data. Until we all got the smartphones that's collecting all the data on us, when billions of people went online and you had the Googles and the Facebooks sitting on giant amounts of data, all of a sudden, it turns out that you can feed a lot of data to these machine learning algorithms. And you can say, here, classify this. And it works really well. Avant, les ordinateurs étaient programmés un peu comme on écrit des recettes. Sauf qu'avec l'explosion des données dont on les nourrit à présent, les ingrédients sont infinis. Et plus personne ne peut en anticiper les conséquences. So there are currently 9 companies that are building the future of artificial intelligence. 6 are in the United States, 3 are in China.
AI is being developed along two very, very different tracks. China has unfettered access to everybody's data. If a Chinese citizen wants to get internet service, they have to submit to facial recognition. All of this data is being used to give them permissions to do things or to deny them permissions to do other things. Building systems that automatically tag and categorize all of the people within China is a good way of maintaining social order. On parle de nouvel ordre mondial et de l'IA comme un idéal de police politique. C'est un contrôle d'identité permanent. La note sociale que chacun obtient lui donne droit à différentes activités ou non. Ça devient comme la clé universelle de notre mode de vie. Aux États-Unis, l'utilisation s'avère plus capitaliste. Conversely, in the United States, we have not seen a detailed point of view on artificial intelligence. So what we see is that AI is not being developed for what's best in our public interest, but rather it's being developed for commercial applications to earn revenue. I would prefer to see our Western democratic ideals baked in to our AI systems of the future. But it doesn't seem like that's what's probably going to be happening. Bah non, ça se passera pas comme ça. Parce que l'humain est vu comme une matière première et pas une fin. C'est presque comme si cette intelligence se développait désormais malgré nous, pour qu'un pouvoir maintienne son contrôle sur ses citoyens, pour que ces oligarques technophiles continuent de faire du profit, pour que l'ordre ancien perdure. L'IA, en collectant les données disponibles du présent et du passé, est par nature conservatrice. I started to see the wide-scale social implications of AI. The progress that was made in the civil rights era could be rolled back under the guise of machine neutrality. Now we have an algorithm that's determining who gets housing. Right now we have an algorithm that's determining who gets hired. If we're not checking, that algorithm could actually propagate the very bias so many people put their lives on the line to fight. On a hérité notre sensibilité des progrès sociaux, pas de données objectives. Qu'advient-il quand nos ambitions et nos désirs deviennent des statistiques? Quand ce ne sont plus des regards qu'on échange, des voix réelles qu'on entend? À quel degré peut-on encore être l'exception qui peut faire plier une règle? L'histoire n'est qu'une succession d'accidents, d'imprévus. Dans une civilisation dominée par les calculs, quel sera notre avenir? Ces docs ne soulèvent que des questions éthiques qui viendront paradoxalement enrichir l'algorithme de YouTube. You are volunteering information about every aspect of your life to a very small set of companies. And that information is being paired constantly with other sorts of information. And there are profiles of you out there, and you start to piece together different bits of information. You start to understand someone on a very intimate basis, probably better than people understand themselves. It's that idea that a company can double guess what you're thinking. States have tried for years to have this level of surveillance over private individuals, and people are now just volunteering it for free. You have to think about how this might be used in the wrong hands. Les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils connaissent nos défauts, nos secrets. Depuis 15 ans, j'échange des messages sur Facebook. J'utilise les messageries diverses de ces grandes compagnies. J'achète en ligne, c'est pratique. C'est instantané, j'y pense pas. Pas plus que vous. Dans notre grande majorité, nous sommes les victimes consentantes de ce piège. Imaginez les millions de portraits de Dorian Gray qui dorment dans les serveurs. Imaginez à quel point ils nous connaissent, à quel point ils peuvent inspirer chacun de nos mouvements. Big Brother n'a même plus besoin de nous regarder, il sait déjà tout de nous. En guise de post-scriptum, je voudrais vous conseiller un 4e doc qui ne sort sur France Télévisions que mi-février. Il dépasse l'entendement, il s'intitule « Les sacrifiés de l'IA ». Il décrit un phénomène terrifiant. Les grandes firmes engagent des employés du Sud global pour qu'ils apprennent à l'IA ce qui est immoral. Du coup, ces travailleurs de l'ombre sont payés une misère pour regarder des contenus violents, la plupart du temps issus du Darknet. Ils subissent à longueur de journée des vidéos de meurtres ou de viols d'enfants. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Let me give an example. I once moderated a content whereby children were being molested. So when you moderate such a content,
you actually, I think I might sound emotional as to this, because the content that I reviewed for children was actually outrageous, because children are being exploited, some are being raped, some are being forced to have sex with animals by their parents. So these kinds of content, actually, it eats you up. C'est abject. C'est une machine à briser des gens. Ça fait songer à la main-d'œuvre en Chine qui fabrique nos fringues. Peu importe si ça les brise, il faut que la machine évolue, avance, apprenne. Ce sacrifice présente le visage concret, terrifiant de ce qui est en jeu avec le développement de l'IA. Les modérateurs de contenu risquent de perdre la raison sans aucune protection psychologique ou syndicale. There's no choice. We have to do it because we don't have the money. But I think they understand and they know well what we do and the effects of the content they are giving us. They know what the content they are bringing to us. Even the big people, the managers, they know. So when we get the content, I think that is a sacrificial. We are being sacrificed because we bring them the software, but we see on the television that, okay, they are making profit. This is $1 billion company. This is $1 billion software. And what about us? What are we gaining from that software? It's very unfair, and I think we are being sacrificed to do this as Africans. Yes. En profondeur, on a la terrible confirmation que ces nouvelles technologies ne changent rien au cours des choses. On reproduit l'immonde avec de nouveaux outils, les mêmes exactions que pendant les pires heures de la colonisation. Ce doc est nécessaire, c'est une claque. L'effet néfaste est déjà là, dans des contrées qu'on ne montre jamais, où on cache notre mauvaise conscience. Cette innovation ne fait que relooker nos vieux démons. Okay, I'm going to say something risky here, but I don't think there is a way of having technologies without harming nature and harming the earth. Technologies are based on the exploitation of natural resources and labor. This is the way it is. The question is, how much are we willing to harm the earth for what? So if you think of the environmental cost of one of those ChatGPT prompts, then the question is, was your question that important? Was your prompt that important? Did you really need to use ChatGPT for that, or could you just think for yourself? Cette exploitation contribue à détruire la planète. Elle a besoin de métaux rares en quantité astronomique. Elle consomme de l'eau en abondance à l'heure de la crise climatique. La menace est donc réelle et tangible, autant que spirituelle. Il s'agit d'une faillite. Le meilleur des mondes, des gens comme Elon Musk, finira par nous tuer. Leur finalité n'est pas notre bonheur, c'est notre dépassement. Ils ne veulent pas sauver la planète, ils testent des fusées pour en coloniser d'autres. And I think still gives a lot of people who are working on this topic a profound sense of, a kind of messianic sense of self-importance. Like, what are we doing? We're literally trying to save not just present-day humanity, but there are just vast numbers of future people who could exist. If you can see utopia looming on the horizon, right in front of you, and there's 1 million individuals in between you and utopia, it might seem like a morally acceptable, morally permissible thing, or perhaps a morally obligatory act to slaughter the 1 million people. Thank you very much. Nous voilà donc livrés à nous-mêmes devant tant d'irresponsabilité, à tenter de distinguer le vrai du faux, à avoir envie de quitter tout ça et de ranger nos téléphones. Je me souviens d'un temps où on bouffait nos plats au restaurant sans les photographier avant, où on pouvait lire pendant 2 heures sans être interrompu par une notification. On devrait se défendre. Ne plus se laisser annexer comme des terrains conquis. Ne plus être les collabos malgré nous de ces millionnaires cyniques et sans morale. Quitter X, pourquoi pas, c'est un début. Changer à notre tour en tout cas. Ne plus glisser sur la pente qu'ils ont programmée pour nous. Ne plus ricaner devant les shorts dont les écrans nous gavent. Ne plus se laisser polluer. Ne plus s'intoxiquer en leur laissant notre place. Décrocher, évoluer, reprendre le gouvernail de notre intelligence. S'en sortir, un jour à la fois, comme les addicts qu'ils sont faits de nous. Alors si vous aussi vous voulez continuer à alimenter votre intelligence, abonnez-vous à Blast,
cliquez sur la cloche. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Doc Doc Doc.